Paris-Charles de Gaulle, 5 avril 2022. Un Boeing 777 d'Air France est en finale. Ce jour-ci, à cause d'une visibilité dégradée, l'équipage doit effectuer une remise de gaz. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu. Oui. France 71, Roméo Mike, on arrive 140. Stop. Les pilotes n'arrivent plus à contrôler leur appareil car l'avion refuse d'obéir aux commandes. Chaque seconde compte. À bord, 177 passagers ne savent pas ce qu'il se passe et redoutent le pire. C'est le vol Air France 011. Paris-Charles de Gaulle, 3 avril 2022. Un Boeing 777-300ER de la compagnie Air France est programmé pour une rotation transatlantique à destination de New York JFK. Il s'agit d'une mission classique pour les équipages long courriers. Un aller vers les États-Unis sous le numéro de vol Air France 010, suivi d'une escale avec repos sur place, puis un vol retour prévu le lendemain sous l'indicatif Air France 011. L'appareil utilisé pour cette rotation est entré en service chez Air France en avril 2005. Il est propulsé par deux moteurs General Electric GE90, capables de délivrer jusqu'à 115 000 livres de poussée chacun. Ces moteurs figurent parmi les plus puissants jamais montés sur un avion commercial. L'appareil est configuré de manière standard pour les 777 d'Air France, optimisé pour les longues liaisons intercontinentales. Depuis sa livraison, il a principalement opéré sur des lignes long courriers comme New York, Tokyo, Sao Paulo. Il affiche un historique opérationnel exemplaire, sans incident technique majeur connu depuis sa mise en service. Un avion robuste, un équipage expérimenté et une rotation qui, en apparence, ne présente aucune difficulté particulière. Le vol est opéré avec seulement 2 pilotes, alors que sur ce type de mission, les procédures recommandent en général la présence d'un 3e pilote. Mais pour des raisons opérationnelles, l'équipage est réduit. Le commandant de bord, 53 ans, totalise près de 12 000 heures de vol, dont plus de 4 700 en tant que commandant. Il a volé sur Airbus A320 pendant plusieurs années, avant de passer sur Boeing 777 en 2019. Le copilote, 40 ans, cumule plus de 5 000 heures de vol, dont près de 900 sur Boeing 777. Lui aussi a effectué l'essentiel de sa carrière sur Airbus A320. Un environnement différent et surtout des automatismes différents. L'avion débute sa mise en route. Le pushback s'effectue dans les temps. À 16h50, heure de Paris, le vol Air France 010 met les gaz et décolle. Après un vol sans incident, le 777 d'Air France atterrit à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, peu avant minuit, heure de Paris. Une fois au sol, les pilotes quittent l'avion, récupèrent leurs effets personnels et montent dans une navette affrétée par la compagnie. Il est 2 heures du matin lorsqu'ils arrivent à l'hôtel. Les pilotes s'installent dans leur chambre et entament une première période de sommeil. Le commandant de bord dort entre 6 et 9 heures, sans interruption. En fin de journée, il ajoute une sieste d'environ 1h30. Le copilote, lui aussi, bénéficie d'un repos principal équivalent, suivi d'une sieste d'environ 2 heures avant le départ. À minuit, il quitte de nouveau l'hôtel pour JFK. Le transfert vers l'aéroport dure près d'1h30. Ce type de rotation est exigeant, et les pilotes le savent. Le vol retour, Air France 011, est prévu à 3 heures du matin, en plein cœur de la fenêtre circadienne basse, là où l'organisme est naturellement le plus enclin à la somnolence. À bord, 177 passagers et 15 membres d'équipage. Le décollage s'effectuera comme prévu à 3h16, heure de Paris. Le copilote, à droite, est le pilote flying. C'est lui qui aura les commandes tout au long du vol, notamment pour la phase d'approche et d'atterrissage. Le commandant de bord, en place gauche, assure la fonction de pilote monitoring, en charge de la surveillance de la trajectoire, des systèmes et des communications. Une fois en croisière, les 2 pilotes alterneront les repos contrôlés comme le prévoit la procédure.
Pour comprendre la suite du vol, il est impératif de comprendre les systèmes de commande de vol du 777. Dans les années 90, Boeing lance le programme 777. C'est un projet colossal. Le premier avion long courrier du constructeur à être entièrement conçu sur ordinateur, le premier aussi à intégrer un système de commande de vol électrique, le fly-by-wire. Airbus a été le premier à l'adopter. Chez Airbus, les pilotes utilisent un simple joystick latéral, sans retour de force, sans mouvement synchrone entre les deux postes. Toutes les commandes passent par les ordinateurs. Et c'est l'ordinateur qui décide de ce que l'avion fera dans certaines limites définies. Chez Boeing, la philosophie est différente. Pas question de couper le lien physique entre l'homme et la machine. Sur 777, les commandes de vol sont bien électriques. Mais les pilotes disposent toujours d'une vraie colonne de commandes et d'un volant. Et surtout, ces commandes sont interconnectées. Par exemple, quand un pilote tourne son manche à droite, l'autre manche tourne aussi. Les mouvements sont mécaniquement synchronisés via des tringleries et des arbres de torsion. C'est une première dans un avion fly-by-wire et cela donne au 777 un comportement unique entre tradition et modernité. Pour développer ce système, Boeing va faire appel à un partenaire français, le bureau d'études de Dassault Aviation. Car aux États-Unis, personne n'a encore conçu un système de commande de vol électrique avec ce niveau de subtilité mécanique. Dassault, lui, a déjà cette expertise, acquise sur les avions de chasse. Le résultat, c'est un système hybride, un avion piloté électriquement mais avec des commandes physiques. Lorsque le pilote agit sur le manche, un capteur de position mesure le déplacement de celui-ci. Ce signal est envoyé à un calculateur, le ACE pour Actuator Control Electronics. Ce calculateur transforme le signal analogique en signal numérique, puis l'envoie aux ordinateurs de vol principaux, les PFC, qui eux décident de la réponse de l'avion. La commande passe ensuite par les unités de puissance, les PCU, Power Control Unit, qui déplacent les surfaces de vol, les ailerons, les élévateurs, la gouverne de direction, ou encore le stabilisateur horizontal. Mais entre les mains du pilote, tout est pensé pour lui donner une sensation réaliste, même s'il n'agit plus directement sur les surfaces. En tangage, cette sensation est assurée par l'Elevator Fill Unit, un système hydraulique qui applique artificiellement une résistance sur le manche en fonction de la vitesse et de la charge aérodynamique. Et pour que les commandes restent synchronisées entre les deux sièges, le 777 utilise des backdrive actuators. Ces dispositifs permettent de reproduire mécaniquement le mouvement des commandes entre les deux manches, même lorsque le pilote automatique est actif. Ainsi, le mouvement d'un manche entraîne celui de l'autre, assurant aux deux pilotes une perception cohérente de ce que fait l'autre ou de ce que fait le système. Un système complexe, réactif, précis, mais aussi vulnérable à certaines situations extrêmes, comme ce sera très bientôt le cas pour le vol Air France 011. Les conditions météorologiques à Paris-Charles de Gaulle ce matin-là ne sont pas idéales, même si elles restent dans les limites de l'atterrissage aux instruments. On signale un plafond nuageux bas à 300 pieds seulement et une visibilité horizontale d'environ 3000 mètres. Le vent est modéré et la pression atmosphérique est standard. En clair, la descente et l'approche finale devront se faire sans aucune référence visuelle extérieure jusqu'à une altitude très basse, quasiment jusqu'au seuil de piste. Les pilotes savent qu'ils ne sortiront des nuages qu'au dernier moment. Ce type d'approche sollicite intensément le pilote aux commandes qui doit se fier exclusivement à ses instruments. Vers la fin de la traversée de l'Atlantique, l'équipage prépare son arrivée à Paris. Compte tenu du plafond bas, ils anticipent une approche ILS pour la piste 26 gauche. Cette piste orientée à l'ouest nécessite une navigation de précision pour s'aligner correctement dans l'axe du localizer et maintenir la pente de descente. Durant la descente, le contrôleur autorise le vol Air France 011 à s'établir sur l'ILS 26 gauche. Pour Air France 011, confirmé atterrissage, autorisé atterrissage 26 gauche. Je confirme Air France 011, 230 degrés, 8 nœuds. Merci. Aux alentours de 7h45 UTC,
L'avion intercepte le faisceau du localizer et du glide slope configuré pour l'atterrissage, train sorti, volet en position atterrissage et vitesse réduite. La vitesse sélectionnée pour l'approche finale est de 140 nœuds. À environ 6 nautiques du seuil de piste, le contrôle aérien impose une contrainte de vitesse. L'avion doit maintenir 180 nœuds pour espacer le trafic. Ce n'est qu'une fois ce point atteint que l'équipage devra réduire sa vitesse d'approche finale de 140 nœuds. Cela rallonge l'approche et ajoute du travail pour le pilote dans les derniers instants. Le copilote trouve l'approche plus longue que d'habitude et plus chargée mentalement. À 7h50 UTC, l'avion est à environ 1670 pieds d'altitude. Comme prévu durant le briefing, le copilote décide alors de déconnecter le pilote automatique pour finir l'approche en manuel, tout en laissant engager l'automanette et les directeurs de vol. Cette pratique est courante et permet au pilote de garder la main pour l'atterrissage, tout en conservant l'assistance du régulateur de vitesse et des indications de trajectoire. Dès la déconnexion du pilote automatique, le copilote agit manuellement en suivant les barres de son directeur de vol qui lui indique comment corriger sa trajectoire pour rester pile sur l'axe et la pente de l'ILS. Les premières 15 secondes en manuel se passent bien. Le copilote entre de légères corrections aux manches et l'avion répond fidèlement. La trajectoire reste stable, avec des oscillations très faibles, moins de 2 degrés d'inclinaison à gauche et à droite. Le commandant de bord, qui surveille les paramètres, ne signale aucune anomalie à ce stade. L'avion est toujours stabilisé et bien aligné. Cependant, dans les 10 secondes qui suivent, le copilote réduit un peu ses entrées de commande. Il juge que l'avion est bien établi et qu'il n'y a pas besoin de trop intervenir. À ce moment, on observe une diminution des actions sur le manche. Puis, soudainement, le copilote reprend les commandes avec une fréquence plus élevée qu'avant. Il effectue plusieurs mouvements rapides, d'amplitude modérée, sur le manche. L'avion suit ses commandes avec toujours des variations limitées. Ces corrections plus fréquentes ont pour effet d'attirer l'attention du commandant. En fait, le copilote fait face à une situation inhabituelle. Il voit sur son instrument que le localizer dévie successivement vers la droite, comme si l'avion s'écartait de l'axe à gauche, et il corrige en conséquence. À plusieurs reprises, il doit recentrer le localizer en inclinant l'avion à droite. Ces écarts répétés du directeur de vol lui semblent de plus en plus marqués et anormaux. Sans repères visuels extérieurs, puisqu'ils sont dans le brouillard, il ne peut pas confirmer à l'œil nu si l'avion penche réellement ou s'il s'agit de légères oscillations instrumentales. Cette incertitude génère du stress. Quand on vole aux instruments en conditions IMC, toute indication inattendue de désalignement peut faire redouter une panne ou une erreur de pilotage. L'avion se trouve autour de 1100 pieds d'altitude radioaltimétrique. C'est à ce moment que le copilote exprime son étonnement face à l'inclinaison de l'avion. La tension se fait ressentir dans sa voix quand il annonce « ça part sur la gauche ». Effectivement, les enregistrements montrent qu'à ce moment, le 777 a une inclinaison de 7 degrés vers la gauche, ce qui n'est pas catastrophique en soi, mais qui, combiné à l'absence de visibilité, peut donner l'impression d'une dérive dangereuse. Le commandant de bord, de son côté, remarque aussi l'écart. Il est surpris par la tendance de l'avion à pencher à gauche. Il pense sur le moment que cela est dû soit à des turbulences de sillage laissées par un autre avion, soit aux actions un peu trop vives du copilote sur les commandes. Quoi qu'il en soit, voyant l'avion toujours incliné à gauche alors qu'il devrait être à plat et l'axe du localizer s'éloigner, l'équipage décide qu'il est plus prudent d'interrompre l'approche. Le copilote annonce alors clairement « Go around ». C'est à partir de ce moment que les choses vont sérieusement se corser pour l'équipage. D'après les procédures standards, le pilote flying, ici le copilote, doit appuyer sur les boutons TOGA situés sur les manettes des gaz. Ces boutons commandent automatiquement le réglage des moteurs à la poussée adéquate pour une montée initiée depuis l'approche. Simultanément, il doit tirer sur le manche pour amorcer une remise à cabrer vers l'assiette cible, en principe 15 degrés d'assiette à cabrer pour une montée initiale sûre. Le tout doit se faire en douceur pour éviter un cabrage ou une inclinaison excessive. Le copilote applique bien la procédure, mais la situation va très vite déraper. Le copilote tire sur la colonne de commande pour cabrer l'avion. Il incline son manche vers la gauche à 45 degrés
Pour initier le virage, car l'avion était un peu décalé à droite, il faut revenir vers l'axe de piste. De son côté, le commandant, réalisant la manœuvre, regarde ses instruments. Il remarque qu'il manque l'indication LNAV TOGA sur le PFD. Ce mode désigne le mode latéral du pilote automatique pour la remise de gaz. Or, elle n'apparaît pas sur l'écran principal de vol, ce qui l'interpelle. L'avion commence à cabrer dangereusement et à virer à gauche. Dans l'esprit des pilotes, un doute s'installe. Depuis plusieurs mois, les compagnies reçoivent des avertissements concernant les risques d'interférence entre les antennes 5G et les radioaltimètres. Les bandes de fréquences utilisées par la 5G dans certaines régions sont proches de celles utilisées par les radioaltimètres. Pour rappel, un radioaltimètre est un instrument essentiel qui mesure avec précision la hauteur de l'avion au-dessus du sol, en envoyant des ondes radio vers le sol et en calculant le temps de retour du signal. Il est particulièrement crucial pendant les phases d'approche et d'atterrissage, notamment par faible visibilité, où il alimente des systèmes automatisés comme l'atterrissage assisté ou les alertes de proximité avec le sol. En théorie, un signal suffisamment puissant ou mal filtré pourrait dégrader ou perturber les données de hauteur mesurées par ces altimètres. Or, sur le 777, le système TOGA s'appuie en partie sur les données du radioaltimètre pour déclencher les automatismes de remise de gaz, notamment l'activation du mode LNAV TOGA si les conditions sont remplies. En l'absence de cette donnée, ou si elle est jugée incohérente, le mode peut ne pas s'engager automatiquement. Le commandant pense alors que cette absence d'affichage pourrait être liée à une perturbation des systèmes automatiques causée par une interférence 5G. Cette idée prend racine dans le cockpit et aura une influence sur les décisions à venir. Le taux de cabré monte jusqu'à 6 degrés par seconde, ce qui est bien plus rapide que la normale pour une remise de gaz. En 2 secondes, l'assiette de l'avion atteint déjà 10 degrés. Le manche du copilote arrive à une déflexion maximale de 27 degrés à gauche, traduisant une tentative prononcée de tourner l'appareil. Le commandant manifeste sa préoccupation. Il décide d'intervenir. À ce stade, les 2 pilotes sont aux commandes. Le copilote continue la manœuvre de remise de gaz. Le commandant, lui, perçoit ce virage à gauche comme dangereux. Il saisit sa colonne de commande et applique une action à piquer tout en tentant de ramener le manche vers la droite. Il appuie également sur les boutons TOGA, pensant que le système automatisé n'a pas été correctement activé. Ces actions sont antagonistes. Le copilote tire, le commandant pousse, l'un incline à gauche, l'autre à droite. Rappelez-vous ce que nous avions évoqué un peu plus tôt, lorsque nous parlions des backdrive actuators, un système bien pensé, réactif, et conçu pour offrir un retour de sensation naturelle au pilote, mais aussi vulnérable à certaines situations extrêmes, car il comporte une particularité peu, voire pas connue de nombreux pilotes, la possibilité de désynchronisation des commandes. Si les 2 pilotes, pour une raison ou une autre, agissent en sens opposé, par exemple si l'un pousse et l'autre tire, et que la force appliquée sur le manche dépasse les 23 kg, le lien mécanique cède temporairement. Chacun pilote alors de son côté. Mais ce mécanisme de rupture contrôlée, appelé breakout mechanism, est conçu au départ pour des raisons de sécurité. Il constitue une protection essentielle en cas de blocage d'une commande de vol. Imaginez qu'un câble se coince, qu'un mécanisme se grippe ou qu'un élément de la chaîne de commande se bloque. Sans ce système, le blocage paralyserait les commandes, privant l'équipage de tout contrôle. Grâce à ce mécanisme, si une commande se bloque d'un côté, l'autre pilote peut encore manœuvrer l'appareil en dépassant simplement le seuil de force. Le système casse le lien mécanique défaillant et permet de sauver la situation. Mais ce qui est censé être une protection se retourne ici contre l'équipage. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que ce mécanisme, identique en tangage comme en roulis, se produit sans la moindre alerte visuelle ou sonore. Le cockpit reste silencieux. Là où sur Airbus, dans la même situation, une alerte dual input prévient les pilotes que des ordres contradictoires sont donnés à l'avion. Au même moment, une alerte apparaît à l'EICAS. Checklist incomplete norm. Ce message, issu d'un bug connu, apparaît parfois lors d'une remise de gaz, quand la checklist d'approche est réinitialisée automatiquement.
Ce message est sans gravité, mais dans le feu de l'action, il ajoute encore à la confusion perçue dans le cockpit. Le conflit atteint un seuil critique. Les deux pilotes, chacun persuadé de corriger une trajectoire anormale, exercent des efforts opposés sur leur colonne de commande. Le seuil d'effort est dépassé, environ 23 kg dans l'axe de tangage. À ce niveau de force, le système de commande de vol du Boeing 777 désengage la liaison mécanique entre les deux manches. Les colonnes se désynchronisent silencieusement. Le système de contrôle de vol électronique, confronté à ces ordres contradictoires, en calcule une moyenne. Et cette moyenne, invisible aux yeux de l'équipage, dicte la position des gouvernes. Une position intermédiaire incohérente qui donne l'impression que l'avion agit de façon erratique. L'inquiétude monte rapidement. Pour des pilotes de ligne chevronnés, se retrouver face à un avion qui ne répond pas de manière cohérente à des inputs directs est profondément déstabilisant. La sensation de perte de contrôle, l'impression que l'aéronef agit de manière autonome ou déconnectée de leurs intentions, fait immédiatement penser à un dysfonctionnement majeur. Cette perte de confiance dans les réactions de l'avion alimente un stress intense renforcé par l'absence totale d'alerte ou d'indication de conflit. Cette situation dure environ 12 secondes, un laps de temps extrêmement long à basse altitude, où chaque seconde compte. 2 épisodes de désynchronisation affectent aussi les volants de roulis, signe que les pilotes luttaient également en inclinaison. Les manettes sont poussées manuellement à fond. Presque simultanément, un nouvel appui sur Toga est enregistré. Le copilote martèle le bouton pour s'assurer que l'avion réagit. Ces multiples pressions traduisent une tentative de réinitialiser ou de forcer l'engagement du mode attendu. À ce moment, le train est encore sorti. Le copilote annonce « Go around positive climb » et le rentre. Comme les volets sont toujours en configuration atterrissage, une alarme de configuration se déclenche. L'avion atteint une assiette maximale de 24 degrés à cabrer. C'est excessif, mais la puissance des moteurs compense. Le contrôle aérien reçoit involontairement des transmissions anormales, des exclamations, des mots isolés causés par l'activation involontaire du push-to-talk. Oui. France 71, Roméo Mike, on arrive 142. Stop, stop. Air France 0. Je vous rappelle. Les contrôleurs réalisent qu'un problème sérieux est en cours. Le commandant ordonne au copilote d'appliquer un ordre à piquer sur le manche. Ce dernier relâche son effort et les colonnes se resynchronisent brièvement. L'avion redevient stable. Puis, le commandant annonce fermement « J'ai les commandes ». Le copilote lâche les commandes. Le commandant reprend seul la main. Le 777 redevient alors pleinement contrôlable. L'avion passe 2000 pieds et le commandant constate que la vitesse augmente fortement. Le commandant demande « Flap ». Le copilote les réduit, probablement à 20 degrés, et l'alarme de configuration cesse. Quelques secondes plus tard, l'avion atteint 3000 pieds. Le calme revient peu à peu. Le commandant informe le contrôle aérien qu'ils ont rencontré un problème de commande de vol et que l'avion a fait n'importe quoi. Air France 011, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi, donc on est prêt à se reporter en finale avec un guidage radar. Le temps de gérer un petit peu la situation, si vous pouvez me donner une très longue vente arrière. Ok 011, ouais, j'ai vu au radar que ça partait à gauche et voilà. Enfin bref, pas de souci, on va vous réessayez la 20, enfin vous repartez pour la 26 gauche. On essaierait bien la 27 droite. 27 droite, reçu. Alors pour l'instant vous maintenez 4000 pieds dans l'axe, je vais coordonner avec le départ pour une longue vente arrière et un ILS 27 droite. Ah bien. L'équipage se retrouve en circuit d'attente, encore sous l'adrénaline de l'événement. Le commandant demeure aux commandes en tant que pilot flying pendant quelques minutes, le temps de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. Aucun voyant d'alarme n'est allumé. Aucun message EICAS ne signale de panne.
l'avion semble en parfait état de marche. Le comportement inhabituel observé durant la remise de gaz reste pour eux un mystère. Ils parlent entre eux de ce qui s'est passé sans réaliser immédiatement qu'ils ont agi l'un contre l'autre aux commandes. Le copilote, lui, est naturellement très secoué par ce qu'il vient de vivre, mais le commandant le rassure et lui redonne le rôle de pilot flying pour la seconde approche, afin qu'il puisse reprendre confiance en ses capacités. Néanmoins, le commandant précise qu'il surveillera attentivement ses actions cette fois, l'ayant senti stressé précédemment. Après s'être tenu en circuit quelques minutes, l'équipage prépare une nouvelle approche, cette fois pour la piste 27 droite. Ils prennent soin de revoir calmement la procédure en cas de nouvelle remise de gaz, convenant par exemple que si cela devait se reproduire, ils suivraient la procédure de cisaillement de vent. Le stress est encore palpable, mais la situation est sous contrôle. L'avion se présente sur l'ILS 27 droite et se pose sans autre incident peu après, profitant d'une météo qui s'est légèrement améliorée sur cette nouvelle finale. Une fois au sol et l'avion garé, le commandant prend une décision importante. Il demande la sécurisation des enregistreurs de vol et rapporte immédiatement l'incident aux autorités compétentes. Il sait que ce qu'ils ont vécu est anormal et potentiellement dangereux, et il veut s'assurer que l'enquête dispose de toutes les données pour en déterminer la cause. Les passagers, quant à eux, n'auront sans doute eu qu'une vague idée de la gravité de l'événement. Dans les heures qui suivent, l'information commence à filtrer. Sur les réseaux sociaux, on parle d'une remise de gaz confuse du vol Air France 011. Un enregistrement audio de la fréquence tour circule. Ce décalage entre l'agitation perçue et le silence radio, momentanément gardé par l'équipage, alimente toutes sortes de spéculations. Y a-t-il eu une altercation entre les pilotes? Une panne catastrophique des commandes de vol? Les discussions enflammées sur Internet devancent l'enquête officielle, mais il faudra attendre plusieurs mois pour connaître la vérité, lorsque le BEA publiera son rapport final d'enquête. Cet incident aussi impressionnant que silencieux met en lumière une vérité fondamentale. En aviation, les machines peuvent être robustes, les procédures bien rodées, mais c'est l'humain qui reste le maillon le plus vulnérable. Et parfois, ce sont les interprétations, les non-dits ou les biais cognitifs qui mettent en danger un vol bien plus qu'une quelconque défaillance technique. Le rapport du BEA souligne les multiples facteurs humains en jeu: fatigue liée au vol de nuit, charge cognitive élevée, perte momentanée de la conscience partagée dans le cockpit, gestion confuse de l'autorité et surtout, méconnaissance du comportement exact de l'avion lorsque deux pilotes exercent des commandes opposées. Le système de désynchronisation, pourtant conçu pour protéger, devient alors un piège silencieux. Heureusement, la récupération a été rapide, mais l'incident a laissé des traces. Air France a depuis renforcé ses formations sur la coordination des commandes en environnement Boeing, sensibilisé ses équipages à l'importance de verbaliser toute reprise de contrôle et introduit un meilleur suivi des doubles actions sur les colonnes. Boeing, de son côté, envisage désormais l'intégration d'une alerte cockpit en cas de désynchronisation. En filigrane, le souvenir du vol Air France 447 a fait son apparition. Là aussi, des commandes en opposition, une absence de communication et une situation mal comprise. Mais cette fois, l'histoire s'est arrêtée à temps. Le vol Air France 011 restera un cas d'école. Un rappel puissant que la technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplace jamais la rigueur mentale, la communication claire et la connaissance de son avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir encore davantage la chaîne, vous pouvez découvrir notre collection de t-shirts, des designs originaux autour de l'aéronautique, parfaits pour vous faire plaisir ou pour offrir à un proche. Vous pouvez également utiliser le Super Thanks, un petit don ponctuel que vous pouvez faire directement sous la vidéo pour encourager et soutenir le travail de recherche, d'écriture et de montage derrière chaque épisode. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Chroniqueur.